Nous sommes vendredi 29 mai 2020. Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h. Le président Alassane Ouattara a pris part hier jeudi à une réunion sur le financement du développement dans le contexte du coronavirus. Une séance de travail par visioconférence initiée par le Premier ministre du Canada, le Premier ministre de la Jamaïque et le secrétaire général des Nations Unies. Nous y reviendrons en tout début de journal. Depuis la survenue du coronavirus dans le monde, les jours passent et se ressemblent. Les malades et les morts liés à la maladie continuent d'augmenter à travers la planète. En Côte d'Ivoire, rien qu'en 24 heures, les autorités sanitaires ont recensé 85 nouveaux malades, portant à 2641 le nombre total de cas. Vous entendrez le directeur général de la santé. Aux États-Unis, Minneapolis s'enfonce dans le chaos. La mort de George Floyd aux mains de la police le 25 mai continue de susciter indignation et colère. Des émeutes se sont de nouveau déroulées dans la ville du Minnesota. La contestation gagne également d'autres villes comme Los Angeles, New York, Memphis ou Louisville. Des manifestants et émeutiers ont mis le feu à un commissariat. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a présidé hier jeudi 28 mai une réunion du Conseil national de sécurité qui a examiné la situation sécuritaire nationale et fait le point de la mise en œuvre des diligences du plan de riposte et de soutien économique. À cette occasion, le Conseil national de sécurité a procédé en outre à la revue des mesures concernant la maladie à coronavirus COVID-19. Au terme de cette revue, il a été notamment décidé de la prorogation des mesures suivantes jusqu'au dimanche 14 juin 2020. 1. Le maintien de l'état d'urgence. 2. Le maintien de l'isolement du Grand Abidjan. 3. Le maintien de la fermeture des bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle. 4. Le maintien de la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes fait donc à Abidjan hier jeudi 28 mai pour le Conseil national de sécurité. C'est une réunion de haut niveau à laquelle a pris part le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Une réunion sur le financement du développement dans le contexte de la pandémie de COVID-19. C'était hier jeudi à l'initiative de deux premiers ministres, ceux du Canada et de la Jamaïque et du secrétaire général des Nations Unies, et c'était par visioconférence. Les précisions d'Awa Touré. La pandémie à coronavirus et la crise économique et sociale qu'elle va engendrer menacent fortement la réalisation du programme des Nations Unies pour le développement durable à l'horizon 2030 et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il faut agir vite pour apporter une réponse mondiale à cette urgence à travers une réunion de haut niveau sur le financement du développement dans le contexte de la COVID-19. Il s'agit de soutenir les pays les plus fragiles à l'aide d'une coopération internationale et des financements extérieurs innovants pour guérir et prospérer ensemble. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pour sa part salué l'initiative de cette rencontre de haut niveau avant de faire le point sur le plan de riposte de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a adopté très rapidement un plan de 3 milliards de dollars américains, environ 5% du PIB, pour la réponse sanitaire. Et ceci a permis de mettre à disposition plus de 1000 lits, la construction de 13 centres de dépistage, la réhabilitation de nombreux hôpitaux et centres de santé, et surtout le soutien humanitaire aux populations, mais également un soutien important à l'économie. Et ceci a été fait et réparti sur 4 fonds qui sont en train d'être exécutés. Il apparaît évident que l'après-Covid en Afrique nécessite dès à présent une réflexion globale sur la problématique du financement des économies africaines. Et je voudrais en cela saluer l'initiative prise par le Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, le Premier ministre de la Jamaïque, Andrew Holness, et le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres. Il est évident que les pays ont des défis importants et que néanmoins le monde est global et nous devons penser aux pays les moins favorisés. Donc je m'inscris dans les grandes lignes des propositions faites
par mon frère, le président Cyril Ramaphosa, le président de l'Afrique du Sud et président de l'Union africaine, et noter que la COVID-19 nous donne l'occasion de réaffirmer un certain nombre de grands principes et actions. Tout d'abord, nous devons réaffirmer notre engagement collectif autour des objectifs du développement durable. Bien évidemment, nous devons continuer de lutter contre la pauvreté, la précarité et les inégalités dans le monde. Nous devons investir dans les systèmes de santé et de formation. Et cette crise, comme la précédente avec l'Ebola, a montré la fragilité du système de santé dans un certain nombre de pays, notamment au niveau du continent africain. En tout cas, je me réjouis de dire qu'en ce qui concerne l'Ebola, la Côte d'Ivoire n'a pas eu un seul cas d'Ebola grâce à la mobilisation du système et des acteurs de santé. Nous devons bien évidemment renforcer la coopération et la solidarité internationale entre les pays. Et c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous avons fait pendant la précédente crise concernant l'Ebola. Nous réaffirmons notre engagement pour une économie verte et des financements durables. Et je voudrais insister tout particulièrement sur les politiques qui doivent permettre la création d'emplois, notamment pour les jeunes et les femmes. Bien évidemment, toute chose a une contrepartie. Cette crise nous donne une opportunité et est un défi important pour l'humanité, pour que nous puissions donner la place qu'il faut aux jeunes et aux femmes dans notre société. Donc la COVID-19 nous donne l'opportunité de réaffirmer notre attachement au multilatéralisme et à la coopération internationale. Et là, je m'adresse aux grands pays, ceux du G7 et du G20, pour dire que la coopération internationale ne doit pas être un vain mot et que consacrer 0,7% du PIB pour les plus riches au développement et à l'aide pour les pays les plus pauvres devient une obligation pour permettre à l'humanité de voir les maux que nous vivons actuellement s'amoindrir au niveau donc de certains continents et des pays les plus pauvres. Les chefs d'État et de gouvernement, les organisations internationales, unis dans un même élan, entendent redonner au programme de développement durable à l'horizon 2030 et à l'agenda 2063 beaucoup de force et de vigueur en inventant d'autres formes de coopération afin de déterminer des solutions concrètes de financement à l'urgence COVID-19 pour la santé et le développement pour tous. C'est décidé, on ne va plus se laisser faire par le coronavirus. À côté de la lutte qui se poursuit pour freiner sa progression, il faut continuer de vivre, travailler, faire fonctionner l'administration, faire tourner l'économie. À l'Assemblée nationale, en tout cas, les projets de loi continuent d'être examinés. Hier jeudi, ce sont justement 6 projets de loi qui ont été adoptés par les députés. Ils portent entre autres sur le code électoral et la recomposition de la CEI. On en sait plus avec Alexis Ouedraogo. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance. Les projets de loi portant sur le code électoral et la recomposition de la commission électorale indépendante ont été adoptés ce jeudi à l'hémicycle. L'Assemblée nationale a statué sur 6 textes. Au nombre de ces 6 textes-là, il y a donc le code électoral qui devait être donc adapté à la Constitution du 8 novembre 2016 et auquel il fallait aussi insérer les fruits du dialogue politique qui donc ont donné des points de convergence et de réécriture sur certains aspects. Au niveau du cautionnement, le cautionnement a été relevé de 20 à 50 millions avec obligation maintenant de payer les 50 millions au Trésor avant de déposer sa candidature à la commission électorale indépendante. Il y a aussi la nécessité du parrainage citoyen parce qu'on a constaté par le passé que tout citoyen pouvait se lever et être candidat à la présidence de la République sans faire la preuve d'un soutien minimum des citoyens ivoiriens. Il y a donc ces réformes-là qui ont été introduites donc dans le code électoral.
Un vote boudé par l'opposition qui demande un peu plus d'inclusion. Les textes pour lesquels l'opposition parlementaire ont suspendu leur participation, c'est les 2 projets de ratification d'ordonnances. Aux yeux de l'opposition parlementaire, ce sont des textes majeurs parce qu'ils touchent un processus électoral que nous voulons transparent, que nous voulons inclusif. Nous appelons à un dialogue, nous appelons vraiment à la participation de tous pour qu'un consensus soit trouvé. Pour le groupe parlementaire RHDP, il faut surtout penser à l'intérêt supérieur de la nation. La démocratie aussi, c'est l'acceptation de la différence. La démocratie, c'est savoir dire je suis d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça, l'autre est d'accord avec moi, on n'est pas d'accord, on engage le débat. Et ce sont les arguments qui s'imposent. Autre projet de loi examiné et adopté ce jeudi, celui portant sur le domicile. Toute personne, sauf disposition spéciale de la loi, n'a qu'un seul domicile. Avec ce projet de loi, celui sur le nom, qui fait disparaître la notion de patronyme et autorise la mère à ajouter son nom à celui du père. Le projet de loi organique portant composition, attribution et fonctionnement de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels a été aussi adopté. Il vient assurer un meilleur fonctionnement des organes de la Chambre au service de la paix et de la cohésion sociale. Notons que la session a été l'occasion du renouvellement des membres du bureau de l'Assemblée nationale et aussi d'exprimer les hommages de l'hémicycle au député Adjé Dominique. Au Sénat également, on examine et on adopte. Le ministre des Affaires étrangères était hier à Yamoussoukro, à la 2e chambre du Parlement. Ali Koulibaly a soumis 8 projets de loi aux parlementaires et c'est à l'unanimité qu'ils ont été adoptés. Reportage Kader Sogodogo, RTI Boaké. C'est lui le patron de la diplomatie ivoirienne depuis le 13 mai 2020. Et relais de sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères, Ali Koulibaly effectue sa première sortie officielle devant les sénateurs à Yamoussoukro. Il ne rentre pas dans la salle sans se soumettre aux exigences du moment. Port de masque, lavage des mains et prise de température. En venant devant les sénateurs, le ministre a dans ses valises 8 projets de loi à ratifier. Avant les travaux, c'est la sénatrice Chantal Fani qui a, au nom du président du Sénat, Jean-Noël Oussou-Kouadio, salué la présence de l'hôte du jour. Au nom du président du Sénat, je voudrais témoigner et rendre témoignage du fidèle et grand serviteur de l'État que vous avez toujours été. Doufo Boigny, à Alassane Ouattara, vous avez toujours été au service de notre pays à divers niveaux de responsabilité. À son tour, le ministre des Affaires étrangères a tenu à relever tout le prestige de l'institution qui l'accueille. En très peu de temps, grâce à son dynamisme, à son engagement et à sa fidélité aux valeurs républicaines, le président Jean-Noël Oussou-Kouadio a hissé le Sénat au rang des institutions qui comptent, des institutions que l'on veut visiter, que l'on vient visiter, consulter et solliciter. La Côte d'Ivoire est constamment amenée, à travers des lois, à marquer sa présence au sein du Conseil des Nations. Aujourd'hui, il est question de ratifier des protocoles, des conventions, des traités, des accords et des chartes. Ils partent de la création de la carte brune CEDEAO en assurance à la Convention de Vienne sur les accidents nucléaires, à l'accord sur les privilèges et immunités du Fonds mondial de lutte contre le sida. Il s'agit de textes majeurs nous liant aux autres nations du monde. Ce n'est donc pas une formalité. En ce qui concerne le département que j'ai l'honneur de diriger, c'est un élément essentiel de la procédure d'élaboration des normes internationales. Ainsi, les parlementaires sont tenus informés de l'activité diplomatique du pays, même si, comme je l'ai dit tantôt, la conduite de la politique extérieure est un domaine réservé du président de la République. C'est à l'unanimité que les 8 projets de loi ont été ratifiés par le Sénat. Concernant l'actualité liée à la Covid-19, profitant des questions des journalistes, le ministre des Affaires étrangères a dressé un bilan des rapatriements d'Ivoiriens bloqués à l'extérieur. Nous avons assuré le rapatriement de plus de 700 Ivoiriens qui ont été retenus à l'extérieur
du fait de la fermeture des frontières. C'est un acte important qui a été posé par le président de la République pour montrer qu'en Côte d'Ivoire, la solidarité elle est agissante et que l'État se préoccupe du sort des Ivoiriens où qu'ils se trouvent. Et une assistance importante a été apportée à ces Ivoiriens. Beaucoup ont pu regagner leur pays tout en respectant les différentes mesures qui ont été prises, à savoir la quatorzaine ou le confinement pour éviter une propagation de la maladie. Dans la journée du 2 juin, ceux des États-Unis seront dans l'avion pour Abidjan. Grand oral réussi donc pour Ali Koulibaly dans ses nouveaux habits devant le Sénat. Imam Mamadou Traoré, c'est désormais le nom à retenir. Mamadou Traoré est le nouveau président du COSIM, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires religieuses. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire a donc un nouveau guide suprême désigné par ses pairs une dizaine de jours après la mort de Cheikh Alaïma Bouakari Fofana. 12 jours pour être plus précis. Le cheikh a quitté la terre des hommes le 17 mai dernier, le 24 Ramadan 1441 Hégire, en plein mois de jeûne. Les premiers mots de Mamadou Traoré ont été, en tant que président, vont à l'endroit de la communauté musulmane qu'il exhorte à la cohésion et au vivre ensemble. Nous reviendrons plus largement ce soir sur cette information avec Farga Sorokone. Ce sera dans le 20h avec Marie-Laure Ngoran. En raison de l'incertitude liée à la durée de la pandémie mondiale qui sévit, le gala de la Fondation Children of Africa est reporté au vendredi 19 mars 2021. Toutes les réservations et contributions effectuées pour le 3 avril 2020 restent valables pour le gala du 19 mars 2021. Nous comptons sur votre présence et vous remercions pour votre générosité. Infoline 22 48 03 00, signé des mains de Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children of Africa et par ailleurs première dame de Côte d'Ivoire. Comme vous le voyez, le coronavirus confisque tout. Le virus a plombé l'économie mondiale et continue sa marche funeste. La lutte se poursuit donc et c'est ensemble que nous la gagnons. Et on continue de compter. Compter nos malades, compter nos morts liés au nouveau coronavirus. Rien qu'en 24 heures, la Côte d'Ivoire a enregistré 85 nouveaux cas de COVID-19 et un décès supplémentaire, un décès de trop. Nous sommes aujourd'hui à 2641 malades au total et le chiffre qui fait plaisir, c'est 1326. 1326 personnes qui sont guéries de cette maladie. Direction le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, jeudi 28 mai 2020, 85 nouveaux cas de COVID-19 sur 487 échantillons prélevés, soit 17% des cas positifs. 24 guéris et un décès. Nous déplorons un décès sur le site de prise en charge COVID du CHU de Yopougon. Il s'agit d'une patiente de 80 ans décédée dans un tableau de pneumopathie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 28 mai 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 2641 cas confirmés, dont 1326 personnes guéries, 32 décès et 1283 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 26 021. C'est le lieu de rappeler qu'il est important de procéder au confinement des personnes fragiles, à savoir les personnes âgées et souffrant de maladies chroniques, et que le port du masque est obligatoire lors de nos différents déplacements en vue de nous protéger et de protéger les autres.
Petit récapitulatif, 2641 malades, 1326 patients guéris et 32 décès en Côte d'Ivoire. Et c'est partout pareil, hein. Hors de nos frontières, le virus a également une longueur d'avance sur les autorités sanitaires. Au Ghana voisin, par exemple, 7303 cas sont confirmés, 34 cas de décès. La Guinée compte 3553 malades de Covid-19 avec 22 morts. Au Sénégal, c'est 3429 malades, 41 décès. Et le Togo enregistre 422 cas confirmés et 13 décès à déplorer. Le continent noir compte à ce jour 130 068 cas confirmés pour 3 795 morts. Et à l'échelle du monde, plus de 5 831 000 personnes sont atteintes de Covid-19 et plus de 360 000 en sont mortes, malheureusement. Un jour, l'épidémie perdra du terrain, c'est sûr, mais pour y arriver, il faut juste respecter les gestes barrières. Des gestes que vous connaissez, mais que nous prenons chaque jour plaisir à vous rappeler. Lavons-nous régulièrement et soigneusement les mains, portons le masque de protection et maintenant la distance physique entre nous et les autres. Venons-en maintenant au point de presse quotidien du gouvernement. À la séance d'hier, il était question du fonds de soutien aux grandes entreprises, initié donc par le gouvernement en riposte à la pandémie. Les critères d'éligibilité à ce fonds ont été dévoilés hier donc au micro RTI 1 de Mahama Traoré. En raison de la crise sanitaire, le ministère de la Santé enregistre une faible fréquentation des centres de santé par les populations. Cette faible affluence est surtout ressentie au niveau du programme élargi de vaccination. Il s'agit par exemple de la vaccination chez l'enfant, dont le taux de couverture amélioré depuis que le gouvernement a sécurisé l'approvisionnement en vaccins, qui connaît une chute d'environ 12 points, selon le programme élargi de vaccination. En effet, les couvertures cumulées par antigènes au niveau national de janvier à avril 2020 indiquent que l'objectif de 95% n'a pas été atteint pour tous les antigènes et ne le sera pas si rien n'est fait. Cette situation pourrait avoir d'autres conséquences sur le système de santé. Ces perturbations des services de vaccination augmentent le risque de survenue d'éventuelles épidémies de rougeole, de poliomyélite et de méningite qui occasionneraient une augmentation de la morbidité et de la mortalité liées aux maladies évitables par la vaccination. La conséquence serait une pression encore plus forte sur le système de santé déjà mis à rude épreuve par la réponse à la pandémie à Covid-19. Et Dr Edith Kwasi de préciser que la Côte d'Ivoire n'a à ce jour autorisé aucun essai clinique portant sur un vaccin contre la Covid-19. Concernant le volet sécuritaire, le porte-parole de la police nationale relève une adhésion des populations aux actions des forces de sécurité. Notre collaboration, bien que rigoureuse, avec les populations, s'est humainement bonifiée au fil des jours. En atteste le nombre de personnes et entreprises secourues pendant la période d'astreinte liée au couvre-feu. 1300 assistances de toutes sortes, du 24 mars au 15 mai 2020. Le Conseil national de sécurité tenu ce jeudi a décidé du maintien de l'état d'urgence jusqu'au 14 juin prochain. Avec le coronavirus, la vie est dure. Les entreprises souffrent de la situation, les bénéfices sont en chute libre, les emplois sont menacés. Au mieux, des salaires sont suspendus. Il faut sauver nos entreprises. L'État l'a compris en mettant en place des fonds pour accompagner ces entreprises en détresse. Celui dédié aux grandes entreprises a été présenté hier au siège de la CGECI, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Francis Boifo, témoignage. Les différents mécanismes de soutien au secteur privé initiés par le gouvernement en guise de riposte à la crise sanitaire se déploient sur le terrain. C'est le cas du Fonds de soutien aux grandes entreprises. Il est doté de 100 milliards de francs CFA, dont 30 déjà décaissés. Un cabinet a été commis par la Société financière internationale pour plancher sur une allocation efficiente de ce fonds. Mais en attendant la fin des travaux, l'État ivoirien met en place un dispositif transitoire avec un crédit de 10 milliards de francs CFA à octroyer aux grandes entreprises. Pour être éligible donc au fonds, l'entreprise doit réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard sur les 3 derniers exercices, c'est-à-dire 2017, 2018 et 2019. Elle doit être en activité effective sur au moins les 2 années fiscales 2018 et 2019.
Elle doit pouvoir démontrer que son activité a été impactée par la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Elle doit être à jour de ses déclarations sociales et fiscales au 31 janvier 2020. Le comité de gestion du fonds de soutien aux grandes entreprises enregistre déjà une 60aine de demandes. Pour toute grande entreprise intéressée, priez à se rendre sur la plateforme web www.fsge.gouv.ci. Le dossier de demande devra comporter un certain nombre d'éléments. Évidemment, le courrier de demande, les états financiers certifiés au 31 décembre 2018, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes et des états financiers provisoires au 31 décembre 2019. Également, le dossier de demande doit comporter une déclaration mensuelle fiscale au 31 janvier 2020 et la production, avant la mise en place, lorsque le prêt est accordé, d'une attestation de régularité fiscale ou un protocole d'accord établi avec l'administration fiscale. Durant cette phase transitoire, les entreprises pourront bénéficier d'un prêt allant jusqu'à 500 millions de francs CFA. Les prêts accordés sont à rembourser en 18 et 36 mois avec un taux d'intérêt maximum de 2,75% hors taxe. Les guides religieux au cœur de la lutte contre la maladie de Covid-19. Dans le cadre de l'initiative mondiale interconfessionnelle en action contre la pandémie, le ministre Sidi Touré a ouvert hier les portes de son cabinet à une délégation de l'UNICEF et les hautes autorités religieuses de Côte d'Ivoire. Il a été principalement question de stratégie de sensibilisation. Élément d'explication avec Issaïo. Amener les leaders religieux à lutter efficacement contre le coronavirus. C'est le partenariat scellé entre l'UNICEF, les hautes autorités et les leaders religieux ivoiriens dans le cadre de l'initiative mondiale interconfessionnelle en action contre la Covid-19. Ces deux entités ont échangé avec le ministre de la Communication et des Médias. Objectif, présenter une stratégie nationale afin de permettre aux guides religieux de sensibiliser l'ensemble de la population à travers le pays. Dans ce contexte de Covid-19, l'UNICEF en Côte d'Ivoire veut renforcer cet engagement des autorités religieuses sur les axes suivants. La lutte contre les stigmatisations et les discriminations, la lutte contre la violence et la promotion de la continuité des services. Nous engageons nos leaders religieux, imams, pasteurs et prêtres et nos fidèles à respecter les mesures gouvernementales de lutte contre le Covid-19. Le ministre Sidi Touré a salué l'action de l'UNICEF et encouragé les leaders religieux à jouer leur partition dans l'éradication de la pandémie en Côte d'Ivoire. En prolongeant les actions du gouvernement, vous permettez à nos concitoyens de rester dans la vigilance et de vivre dans la quiétude. Merci à vous, chers partenaires de l'UNICEF. Utilisez tous nos moyens de communication confessionnelle pour relayer les messages sur les mesures gouvernementales de lutte contre la Covid-19. Assurez l'assistance spirituelle aux personnes dépistées positives au Covid-19 et leurs personnes contacts afin de les accompagner dans le respect des mesures gouvernementales de prévention et de prise en charge du Covid-19. Au cours de cette rencontre, une minute de silence a été observée en hommage à Boakari Fofana, président du COSIM, Conseil supérieur des imams, décédé le 17 mai dernier du Covid-19. L'ancien président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, désormais libres de leur mouvement. La décision a été prise par la Cour pénale internationale en attendant leur procès en appel pour crimes contre l'humanité. La CPI a donc assoupli les conditions de mise en liberté des deux hommes. Ils n'ont plus l'obligation de remettre leur passeport à la Cour. Les deux hommes peuvent donc désormais aller vivre dans un des 134 États partis au statut de Rome, à condition toutefois que les autorités du pays acceptent de les accueillir. La ville de Minneapolis, au nord des États-Unis, a vu hier jeudi sa troisième nuit d'émeute après la mort le lundi 25 mai de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans tué par un policier blanc.
Les manifestations avaient jusque-là été majoritairement pacifiques, mais la violence est encore montée d'un cran. Des manifestants ont incendié le commissariat où travaillent les policiers mis en cause. Des heurts et des pillages ont également eu lieu. Des anonymes déposaient en continu des mots, des bouquets de fleurs avec, partout sur les murs, des inscriptions demandant justice pour George Floyd ou encore « I can't breathe », je ne peux pas respirer, soit les derniers mots de l'homme mort sous le genou de ce policier blanc. Et on ne devrait plus mourir de cette façon. Le coronavirus le fait suffisamment assez bien comme ça, surtout dans ce pays, les États-Unis, qui à lui seul a franchi la barre symbolique des 100 000 morts. Pensée pieuse à tous les morts de Covid dans le monde entier et lavons-nous les mains, tout ira bien.